Mes parents m'ont fait payer 400 $ par mois pour vivre dans la maison, ont acheté une Tesla à mon frère, et m'ont fait porter le blâme pour son accident. Depuis que je suis petit, j'ai vécu dans l'ombre de l'enfant prodige de ma famille, mon frère Tristan, que mes parents traitent comme s'il pouvait littéralement faire tout ce qu'il veut sans conséquence. Moi, à 24 ans, j'ai toujours été le bouc émissaire, tandis que lui, à 21 ans, jouit d'un favoritisme qui ferait rougir n'importe quel scénariste de sitcom. Pour que vous compreniez l'ampleur du problème, je vous dis que depuis mes 18 ans j'ai été obligé de payer 400 $ par mois pour pouvoir vivre dans la maison où j'ai grandi. Oui, vous avez bien lu, 400 $ pour vivre dans une chambre qui n'a pas été rénovée depuis que j'ai 12 ans. Pendant ce temps, mon frère vit pratiquement sans payer, profitant du confort et de la nourriture que je finance en partie par les services et les charges de la maison. La discrimination s'étend à d'autres aspects de la vie. Pendant le lycée, alors que je devais maintenir une moyenne de 3,8, travailler les week-ends dans un magasin local et m'abstenir d'aller à des fêtes pour me concentrer sur mon avenir, Tristan passait à peine ses cours, n'a jamais eu à travailler et avait la permission de faire la fête tous les week-ends parce que c'est la vie. Chacune de mes réussites était accueillie par un bravo sans enthousiasme, tandis que l'effort minimal de mon frère devenait un motif de célébration. Après avoir obtenu mon diplôme universitaire il y a 3 ans, avec mention et en ayant travaillé à temps partiel pendant mes études, je pensais qu'au moins j'atteindrais l'indépendance. Mon plan était d'économiser suffisamment pour louer un appartement décent, avec le paiement du premier et du dernier mois. Cependant, chaque fois que j'étais sur le point d'atteindre mon objectif, une urgence familiale survenait qui nécessitait mon aide. Je me souviens clairement du jour où, après ma remise de diplôme, ma récompense fut un message de félicitations sans enthousiasme et une carte cadeau Apple de 50 $. Aucune célébration ni dîner de famille décent, on s'attendait simplement à ce que je continue à payer le loyer le mois suivant. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase fut lorsque, après avoir terminé ses études avec une moyenne de 2,4 après 6 ans de ce qui ressemblait à un entraînement professionnel à la boisson, des changements de carrière et des cours répétés, mes parents décidèrent de célébrer sa réussite en achetant à Tristan une Tesla Model 3 Performance. Ce n'était pas la version de base, mais la version complète, avec un prix supérieur à 60 000 $ et toutes les options, système audio haut de gamme, entre autres détails. Je me souviens très bien de ce matin où nous étions tous sur le parking. Mon père, avec un sourire forcé, tendit à Tristan une petite boîte contenant les clés de la Tesla rutilante garée de l'autre côté de la rue. Tristan, excité, sauta de joie tandis que ma mère en profitait pour prendre plus de 500 photos pour Facebook. C'est alors que mon père, remarquant mon expression, dit quelque chose d'un ton réprobateur. « N'es-tu pas jaloux? Ton frère le mérite, ne penses-tu pas ?» La réponse à cette déclaration fut amère. Je lui rappelai que j'avais obtenu mon diplôme avec mention, en travaillant dur, et que mon effort avait été minimalement reconnu, tandis que Tristan faisait à peine un effort et recevait quand même des éloges pour le minimum. Après ce jour, Tristan adopta pleinement sa nouvelle identité de frimeur en Tesla. Pas 5 minutes ne passaient sans qu'il ne mentionne sa voiture sur Instagram ou dans ses stories, et chaque nuit il rentrait à la maison à 2 h du matin après avoir passé des heures dans les bars. Bien que nous sachions tous qu'une Tesla n'a pas de moteur à combustion pour le bruit d'accélération, il le simulait avec des manœuvres exagérées dans notre cour, provoquant des bruits forts qui réveillaient le quartier. Il conduisait si imprudemment qu'il semblait auditionné pour un nouvel épisode de Fast and Furious 27, effectuant des manœuvres dangereuses dans les rues résidentielles et les parkings de supermarchés. Chaque fois que je suggérais qu'un tel comportement pouvait mettre en danger non seulement sa vie, mais aussi celle des autres, il souriait simplement et me disait d'arrêter d'être un rabat-joie. Je ne pouvais m'empêcher d'observer avec une inquiétude croissante ces singeries devenir de plus en plus imprudentes. Au point où je lui ai proposé, à plusieurs reprises, d'être son chauffeur désigné ou de lui appeler un Uber. Mais il insistait sur le fait que la voiture se conduisait pratiquement toute seule. Bien sûr, bien que le pilote automatique soit une aide, il n'élimine pas les effets de l'alcool sur le jugement ou les réflexes. Ses amis n'amélioraient pas non plus la situation. À plusieurs reprises, on les voyait dans la Tesla, avec 3 ou 4 d'entre eux complètement ivres, profitant de promenades dont j'avais prévenu, à plusieurs reprises, qu'elles finiraient mal. Mes avertissements, cependant, tombaient dans l'oreille d'un sourd, jusqu'à un jeudi soir, alors que je me concentrais sur mon travail dans ma chambre, j'entendis claquer la porte de mes parents vers 3 h du matin. Le couloir était rempli de chuchotements et du bruit de la voiture de mon père démarrant en trombe. Je descendis et trouvai ma mère avec un regard perdu, comme si elle avait vu un fantôme. En me renseignant, ils me dirent que Tristan avait eu un petit accident avec la Tesla, et que mon père était immédiatement allé le chercher. Nous savions tous, quoique discrètement,
que petit accident était le code familial pour un désastre majeur. Vers 4h30 du matin, j'entendis la voiture de mon père s'arrêter, et j'allai à la fenêtre. Je le vis traîner Tristan pratiquement le long du trottoir. Mon frère pouvait à peine tenir debout, il lui manquait une chaussure et il avait ce qui ressemblait à du sang séché sur le front, tandis que mon père essayait de le calmer. Tristan, entre ivresse et cris, pouvait à peine articuler des mots, expliquant qu'un arbre était sorti de nulle part. Oui, l'enfant prodige avait embouti la Tesla contre un arbre après avoir quitté un bar. Étonnamment, malgré l'impact, Tristan n'a subi qu'une coupure au front et quelques contusions dues au déploiement de l'airbag, tandis que la Tesla était pratiquement détruite, une partie de l'avant était enfoncée, les airbags déployés et le pare-brise fissuré. Finalement, ils l'emmenèrent dans sa chambre comme s'il s'agissait d'un enfant qui s'était couché tard au lieu de l'homme adulte qui venait de commettre une imprudence qui aurait pu se terminer en tragédie. Je n'ai compris l'ampleur de ce qui s'était passé que le lendemain matin. Il s'avère que Tristan a passé la nuit à quelque chose, à se saouler avec ses amis, qui, étant aussi ingénieux que lui, l'ont encouragé à conduire après la fête. L'un d'eux a même enregistré Tristan alors qu'il prenait plusieurs verres et, la clé de sa Tesla à la main, s'exclamait « Voyons de quoi ce monstre est capable ». Cette même nuit, en rentrant chez lui, Tristan a pris un virage imprudemment, a perdu le contrôle, est sorti du trottoir et s'est écrasé violemment contre un chêne imposant dans le jardin de malheureux propriétaires. Mon père est arrivé sur les lieux avant l'apparition de la police. Comme j'ai pu le découvrir en écoutant la conversation téléphonique de ma mère avec ma tante, sans entrer dans les détails, mon père s'est occupé de l'affaire avec les propriétaires, leur promettant probablement leur donnant un chèque sur place pour oublier l'incident, ce qui, le connaissant, n'a pas dû être bon marché. Ce qui était vraiment surprenant, c'est la façon dont il a réussi à les dissuader de déposer une plainte formelle. La Tesla a été remorquée jusqu'à notre garage, où elle trônait comme un énorme rappel métallique de l'irresponsabilité de Tristan. L'avant était complètement déformé, le capot froissé comme un accordéon, les deux airbags déployés laissant un résidu poudreux particulier, le pare-brise fracturé en toile d'araignée et l'une des roues avant tordues, déviées de toute norme d'usine. Cette voiture de 60 000 $ n'était plus qu'un ornement coûteux. 2 jours après l'accident, la porte du garage était toujours fermée, et mes parents ont convoqué une réunion de famille dans le salon, quelque chose qui, dans toute l'histoire de nos réunions, n'avait jamais été fait pour annoncer une mauvaise nouvelle. Personne n'appelle une réunion de famille pour dire nous allons à Disney World. En entrant, j'ai trouvé mes parents sur le canapé avec ces expressions sévères qu'ils arborent lorsqu'ils vont demander quelque chose à un enfant, tandis que Tristan était affalé dans un fauteuil, absorbé par son téléphone, comme s'il s'agissait d'un simple contretemps interrompant son importante routine TikTok. L'ecchymose sur son visage avait acquis une curieuse teinte jaune-violet qui, ironiquement, rehaussait son apparence. Mon père, après s'être éclairci la gorge avec une gravité théâtrale la même qu'il utilise lorsqu'il est sur le point de dire quelque chose d'apparemment illogique mais destiné à être juste, se redressa, joignit les mains et commença « Fils, nous avons déjà évalué les dommages à la voiture de Tristan. » Il fit une pause, comme si la Tesla avait attrapé un rhume, et continua « L'assurance ne couvrira pas les dommages. » Montrant son malaise à mentionner que Tristan avait conduit en état d'ivresse, je terminai la phrase pour lui, et ma mère me lança un regard assassin, comme si rien qu'en me regardant elle pouvait faire tourner le lait, en disant « N'exagère pas, il n'avait bu que quelques verres. » Dans son monde, tout ce qui n'est pas une inconscience totale compte comme quelques verres. Mon père continua « La réparation coûtera environ 18 000 $. Oui, nous pensons qu'il est juste que nous contribuions tous en famille. » Je ris aux éclats pensant que c'était une blague, jusqu'à ce que je réalise qu'ils étaient sérieux. Comment pouvait-il s'attendre à ce que je contribue à réparer une voiture qui n'est même pas la mienne, que je ne conduis même pas, et qui a été endommagée par l'irresponsabilité de Tristan en conduisant en état d'ivresse? J'ai mentalement revu ce que j'avais entendu, il me demande de payer la réparation d'une voiture qui ne m'appartient pas, que je ne conduis même pas, et qui a été détruite par conduite en état d'ivresse. Ma mère intervint, le justifiant par l'argument que nous sommes une famille, en plus de souligner que j'étais le seul à avoir des économies importantes à ce moment-là bien sûr. Il savait que j'avais économisé pour devenir indépendant, et il voyait en cela l'occasion parfaite de réparer l'erreur de leur fils préféré. Mes fonds d'urgence, que j'avais réservés pour des imprévus, devinrent soudain la ressource pour résoudre leur désastre. « Combien attendez-vous que je contribue ?» demandai-je, en utilisant des guillemets autour de contribue parce que nous savions tous que c'était le code pour payer la majeure partie du coût. Mon père, avec un malaise évident, expliqua « Ta mère et moi pouvons contribuer environ 3 000 $ de notre fonds. Tristan n'a à peine que 500 $ d'économie. » Bien sûr,
Tristan n'avait que 500 $ bien qu'il n'ait pas à payer de loyer ni de service, cet argent était probablement réservé à ses caprices et à quelques modes éphémères. Donc vous voulez que je couvre les 14 500 $ restants, répétai-je incrédule. Sans discuter, mon père hocha la tête, soulagé. Nous nous arrangerons avec un plan de paiement, peut-être 1000 $ par mois, puisque nous savons que tu as économisé. C'est à ce moment-là que Tristan leva les yeux de son téléphone et commenta, avec une totale insouciance, ce n'est pas comme si tu avais besoin d'un appartement chic, tu travailles toujours. L'audace de ce garçon pourrait nourrir une petite ville. Il emboutit sa Tesla, malgré mes avertissements répétés de ne pas conduire en état d'ivresse, et maintenant il ose me conseiller sur la façon de dépenser l'argent que je gagne en travaillant 2 emplois et en payant un loyer à mes propres parents. C'est là que j'ai perdu patience. J'ai ri à nouveau, mais non, ce n'était pas un rire joyeux, mais le rire de l'absurde, celui qui vient quand quelque chose est si ridicule que ça ne vaut même pas la peine de se mettre en colère. Je ne mettrai pas un seul centime là-dedans, dis-je en les regardant tous fixement. Tristan s'est craché en conduisant en état d'ivresse et devrait être reconnaissant de ne pas partager une cellule avec un détenu comme ce type, chérie. Ce problème est le sien, pas le mien. La réaction de mes parents fut d'incrédulité, comme si je venais de suggérer de sacrifier le chien de la famille. Après tout ce que nous avons fait pour toi, demanda ma mère d'une voix tremblante, et sur ce ton affligé qu'elle a perfectionné au fil des ans. Qu'avez-vous fait pour nous, lui rappelai-je. Avez-vous payé un loyer pendant qu'il vivait gratuitement? M'avez-vous donné une Tesla alors que je conduis une voiture plus vieille que votre permis? Rejetez-vous mes réussites tout en célébrant sa médiocrité? Expliquez-moi, s'il vous plaît, ce que vous avez fait pour justifier que je paie son accident de conduite en état d'ivresse. Mon père rougit, montrant ce ton caractéristique lorsqu'il se sent défié, et répondit, tu vas contribuer à la réparation de la voiture de ton frère. Fin de la discussion. Je me levai, me surprenant moi-même par le calme qui m'envahit, et déclarai, non, je ne le ferai pas. Les expressions sur leur visage étaient impayables, ils étaient tellement habitués à ce que je cède toujours, à être le responsable, celui qui se sacrifie pour la famille, qu'ils ne pouvaient pas comprendre cette nouvelle facette de moi, celle qui ne plie plus. Tu es égoïste, répondit ma mère, sortant sa dernière arme émotionnelle. Non, je suis réaliste, répondis-je. Tristan a choisi de conduire en état d'ivresse et s'est craché. Il doit assumer les conséquences pour une fois dans sa vie. Je quittai la pièce et me retirai dans la mienne, ignorant leurs appels à revenir pour discuter de la question comme des adultes. L'ironie qu'ils demandent soudainement une conversation mature ne m'échappa pas. Avant de fermer la porte, j'entendis Tristan demander, est-ce que ça veut dire qu'ils ne répareront pas la voiture? Typique de lui, toujours concentré sur ce qui l'arrange. Je n'avais aucune idée de ce que serait la prochaine étape, mais il était clair que c'était loin d'être terminé. Dans notre famille, un non n'est pas une réponse définitive, c'est plutôt une invitation à chercher de nouvelles stratégies pour obtenir ce que l'on veut. Les jours suivants furent remplis de tension. Mes parents me parlaient à peine, sauf pour me demander avec insistance si je reconsidérerais leur généreuse offre de payer la Tesla de Tristan. Mes réponses se limitaient à un non retentissant, ce qui entraînait des claquements de porte et, bien sûr, ma mère recourant à cette subtile passivité agressive où elle parle de moi à la 3e personne même si nous sommes dans la même pièce. Certaines personnes ne comprennent pas la loyauté familiale, marmonnait-elle pendant que je déjeunais à quelques mètres de là. Et je pouvais remarquer comment il se blottissait à la table de la cuisine, examinant des papiers et se taisant lorsqu'il me voyait. C'est toujours un mauvais présage lorsque les gens se taisent en entrant. Il est certain qu'ils parlent de vous, et pas dans le sens de planifier une surprise. Le vendredi soir, je suis rentré du travail pour trouver mon père au téléphone avec quelqu'un de la compagnie d'assurance, utilisant cette voix professionnelle qu'il emploie pour montrer qu'il est en contrôle. J'ai entendu des termes comme couverture tout risqué, à ma surprise, réclamation pour acte de vandalisme, une expression qui jusqu'à ce moment n'avait pas été mentionnée, et qui marquait une mise à jour de la situation. Avant que je puisse intervenir, mon père remarqua ma présence, s'excusa et se retira dans son bureau. Je venais juste d'assurer que conduire en état d'ivresse contre un arbre n'était pas considéré comme du vandalisme, à moins que l'arbre ne porte plainte. J'ai supposé qu'il cherchait un moyen de faire payer la compagnie d'assurance. Après tout, les compagnies d'assurance ont des départements entiers dont le seul but est de trouver des excuses pour refuser les réclamations. Mais bon, à chacun son truc. Le samedi matin a commencé par un vrai bang. Je me suis réveillé en sursaut vers 7 heures du matin par ce qui ressemblait à quelqu'un frappant une benne à ordures métalliques. Somnol,
Je suis sorti du lit en titubant et j'ai regardé par la fenêtre qui donnait sur notre allée. Ne remarquant rien d'anormal puisque le bruit s'était arrêté, j'ai supposé que c'était simplement les éboueurs qui étaient trop énergiques, et je me suis recouché. Cependant, environ 1 heure plus tard, le chaos s'est déchaîné. Des cris venant du garage m'ont sorti de ma torpeur. J'ai enfilé des vêtements de sport et je me suis précipité en bas. En arrivant, j'ai trouvé Tristan debout dans le garage ouvert, avec nos parents derrière lui, tous les trois observant l'état de la Tesla. La voiture était démolie d'une manière qui dépassait de loin les dommages de l'accident initial. On aurait dit que Huck lui-même avait décidé de se venger du véhicule. Le pare-brise était complètement brisé, toutes les vitres cassées, et les bosses sur les portières et le capot étaient énormes. Les rétroviseurs latéraux pendaient précairement à des fils, et l'un des phares avant manquait, c'était presque admirable le niveau de destruction. Qu'est-il arrivé ? Demandai-je, sincèrement confus. La voiture avait été accidentée, certes, mais c'était autre chose, des dommages d'un autre niveau. Tristan se tourna avec un visage rougi et une rage qui semblait feinte, comme pour dire, « Tu ne comprends pas, c'est toi qui as fait ça. » La vérité est que j'ai ri et commenté, « J'ai dormi toute la nuit. Je n'ai pas touché à ta voiture. » Notre père, d'un ton imperturbable, brandit quelque chose, une batte de baseball que j'avais gardée de mes années de lycée, un souvenir que j'utilisais à peine. « Pourquoi cela a-t-il été trouvé parmi les buissons ?» demanda-t-il d'une voix qui essayait d'être sereine, mais trahissait sa colère. « Je n'en ai aucune idée, » répondis-je. Cette batte était au fond de mon placard, avec d'autres souvenirs sportifs que je n'utilisais plus. Puis papa annonça, avec arrogance, qu'ils avaient déjà appelé la compagnie d'assurance. Ils enverront un enquêteur lundi. Ils nous ont dit que quelqu'un avait vandalisé la voiture exprès. C'est à ce moment-là que j'ai compris, Tristan avait dû prendre ma batte pour endommager davantage sa Tesla accidentée, puis l'avait plantée pour me faire accuser. La compagnie d'assurance ne couvrirait pas un accident de conduite en état d'ivresse, mais peut-être couvrirait-elle le vandalisme. De plus, ils avaient l'avantage de se venger d'un frère aîné qui, selon eux, n'avait pas payé son erreur. J'ai regardé Tristan et j'ai remarqué un petit sourire sur son visage. Ce n'était pas seulement le caprice d'un adolescent gâté, mais une méchanceté délibérée. Il avait prévu de me faire accuser, et, pour couronner le tout, nos parents étaient d'accord avec lui. « Allez-vous sérieusement essayer de me faire accuser de ça ?» demandai-je en le fixant. Tristan ricana, « Qui croyez-vous qu'ils vont croire ? L'étudiant modèle avec un brillant avenir, ou le frère aîné jaloux qui vit encore à la maison et se plaint de tout ?» Alors que nos parents se tenaient fermement à ses côtés, j'ai réalisé que, comme toujours, ils avaient déjà décidé quelle version de la réalité était la bonne, sans se soucier du fait que ce qu'ils faisaient équivalait à une fraude à l'assurance, un crime grave. La seule chose qui leur importait était de protéger leur enfant prodige. « Vous le savez déjà, dis-je, étonnamment calme. Je n'ai pas touché la voiture. J'ai dormi toute la nuit. »« Ne mens pas » s'exclama maman. « Ta chambre s'est ouverte à 2 heures du matin. La caméra de sécurité du voisin t'a enregistré. » C'était curieux, car nous n'avions en fait pas de voisins avec des caméras de sécurité capables de filmer notre allée ou notre garage. Ils essayaient de me piéger, ce qui indiquait qu'ils savaient très bien ce qui s'était passé, soit parce qu'ils avaient aidé à le planifier, soit, du moins, savaient que Tristan était l'auteur et voulaient le couvrir. « Laissez-moi voir si je comprends bien, » dis-je en croisant les bras. « Vous voulez me forcer à payer 14 500 $ de réparation pour une voiture qui ne m'appartient même pas, ou, à défaut, me faire accuser de vandalisme pour commettre une fraude à l'assurance ?» Le visage de mon père rougit, et il devint soudain clair que personne n'allait me faire accuser. « Nous savons que tu l'as fait parce que tu étais en colère à cause de l'argent, » déclara-t-il. Sans dire un mot de plus, je retournai dans ma chambre, car il ne servait à rien de discuter alors qu'ils avaient déjà décidé de leur version. Je fermai la porte, m'assis sur le lit et essayai d'assimiler que ce qui semblait être un problème familial typique s'était transformé en quelque chose de nature criminelle. En quelques minutes, je décidai d'appeler mon patron pour demander un jour de congé d'urgence lundi. Je n'avais aucune intention de laisser ma défense entre les mains de ma propre famille lorsque l'enquêteur de l'assurance arriverait. En raccrochant, je réalisai quelque chose qui me fit baisser la garde, mes parents m'avaient clairement montré jusqu'où ils étaient prêts à aller pour protéger Tristan. Ils n'hésitèrent pas à incriminer leur propre fils, à mentir aux autorités, et cela me fit me demander quels autres secrets ils auraient pu me cacher. Le lundi matin, à 9 heures précises, l'enquêteur, un homme nommé Mac, arriva. Je l'avais déjà vu. Il portait une chemise froissée rentrée dans un pantalon kaki,
et il transportait une tablette et un appareil photo. Mon père essaya de me convaincre d'aller travailler, m'assurant qu'il s'occuperait de tout, mais mon silence fit s'effondrer son autorité. Quand Mac arriva, mes parents se mirent à imiter de force la famille idéale des années 60, tandis que Tristan agissait passivement, touchant même occasionnellement une ecchymose sur son visage pour accentuer l'impression d'être une victime. Mac, amical mais direct, se rendit immédiatement au garage pour photographier la Tesla sous tous les angles. Il prit son temps pour examiner les dommages frontaux par rapport à la nouvelle détérioration, ce qui me donna l'espoir qu'il pourrait remarquer les différences entre deux incidents très distincts. Puis Mac demanda à parler à chacun de nous séparément. D'abord, nos parents furent avec lui pendant environ 30 minutes, puis Tristan eut son tour pendant 15 minutes, au cours desquelles je pus l'entendre hausser la voix à un moment donné, probablement pour dramatiser la situation. Quand mon tour arriva, je m'assis en face de Mac dans la cuisine, où il avait installé son ordinateur portable et quelques papiers. Il me regarda et me demanda où j'étais vendredi soir et tôt samedi matin. Je lui dis la vérité, j'étais à la maison en train de dormir. Je suis rentré du travail à 18 h, je me suis fait un sandwich, j'ai joué à la Xbox et je me suis couché à 23 h. Je n'ai pas quitté ma chambre avant d'entendre l'agitation dans le garage. Mac hocha la tête en prenant des notes, puis me demanda directement si j'avais quelque chose à voir avec les dommages à la Tesla. Non, répondis-je en le regardant droit dans les yeux. Et je veux que vous sachiez quelque chose, ils ne vous ont probablement pas dit que la voiture avait déjà des dommages importants avant que cet acte de vandalisme présumé ne se produise. Son front se plissa, c'était le premier signe d'émotion que je remarquai. J'ai tout expliqué, que la Tesla avait été un cadeau à Tristan pour sa médiocre remise de diplôme, qu'il la conduisait sans arrêt depuis, et que l'accident initial s'était produit il y a une semaine, lorsque Tristan, en état d'ivresse, s'était écrasé contre un arbre. Je lui ai raconté comment mes parents avaient réussi à éviter d'impliquer la police, et j'ai mentionné l'état des airbags déjà déployés après le premier impact. J'ai souligné la différence entre les dommages frontaux causés par la collision avec l'arbre et la nouvelle détérioration, clairement distincte. J'ai également raconté comment mes parents avaient essayé de me forcer à payer 14 500 $ pour les réparations, et comment l'acte de vandalisme s'était produit juste après mon refus. Mac prit note de tout sans montrer beaucoup d'intérêt, mais me demanda ensuite si quelqu'un pouvait confirmer que j'étais resté dans ma chambre toute la nuit. J'ai admis que, vivant avec mes parents et Tristan, ce n'était pas facile à prouver, mais je me suis souvenu que j'avais commandé une pizza vers 21 h 30 le vendredi soir, et que j'avais joué à Xbox Live avec des amis jusqu'à environ 23 h. Cela pouvait être corroboré. Mac hocha la tête et continua d'écrire. Finalement, il me demanda si l'un de nos voisins avait des caméras de sécurité couvrant le garage ou l'allée. Je lui dis que les Johnson, qui vivaient de l'autre côté de la rue, avaient une caméra sur leur sonnette, mais qu'elle ne montrait que leur Porsche. Après avoir noté cela, il me remercia et me dit au revoir, m'assurant qu'il contacterait bientôt la famille. En retournant dans le salon, je sentis les regards accusateurs de mes parents et de Tristan. Ils savaient que je n'avais pas suivi le scénario qu'ils avaient préparé. Dès que Mac fut parti, mes parents se transformèrent. Ma mère cria, indignée, sur ma prétendue intention de ruiner la vie de Tristan pour une erreur, comme si un accident de conduite en état d'ivresse et une fraude à l'assurance étaient comparables à oublier de sortir les poubelles. Mon père se jeta sur moi, convaincu que son plan fonctionnerait toujours parfaitement, comme c'était toujours le cas pour lui, l'enfant prodige qui gagne toujours. Je décidai alors de m'isoler. Je fermai ma chambre, et pendant les 2 jours suivants, j'allais travailler, rentrer à la maison et m'enfermer, commandant des plats à emporter, ne sortant que lorsque j'étais sûr que tout le monde dormait. C'était comme vivre dans un pays étranger hostile où je ne parlais pas la langue et où tout le monde me méprisait. Le mercredi après-midi, je reçus un message d'un numéro inconnu, « Je suis Mac de State Farm Insurance. Pourriez-vous me rencontrer aujourd'hui à 16 h sur Main Street, s'il vous plaît ? J'ai quelques questions de suivi. » Je répondis au message de Mac en disant que j'irais, sans donner à ma famille de détails sur ma destination. J'ai simplement terminé ma journée de travail et je me suis rendu directement à Starbucks. Quand je suis arrivé, Mac était déjà à une table isolée avec son ordinateur portable et une pile de papier. Il me fit signe de m'asseoir. « Je préférais vous parler loin de votre famille », expliqua-t-il à voix basse. Nous avons découvert certaines incohérences dans la réclamation. Il s'est avéré que Mac avait été plus méticuleux que ce à quoi ma famille s'attendait. Il a interrogé plusieurs voisins à la recherche d'enregistrements de sécurité, et a trouvé quelque chose d'intéressant. 2 maisons plus loin, ils avaient installé un nouveau système de sécurité le mois dernier,
avec une caméra grand angle qui couvrait presque toute la rue. Et devinez quoi, elle a enregistré à 2h13 du matin samedi Tristan, bien en vue, sortant ma batte de baseball du coffre de ma voiture où je garde habituellement du matériel de sport et utilisant cette batte contre sa propre Tesla, qui était déjà endommagée. La vidéo le montre brisant les vitres, bosselant le capot et les portières, et même arrachant l'un des rétroviseurs latéraux. Mac fit glisser sa tablette sur la table pour que je voie, mon frère, au milieu de la nuit, préparant tout pour me faire accuser. C'était si évident que c'en était comique. Je suis dans ce métier depuis 15 ans, dit Mac, et c'est l'une des escroqueries les plus stupides que j'ai jamais vues. Il ajouta qu'il avait déjà informé ses supérieurs à la compagnie d'assurance, la réclamation serait refusée, et l'affaire serait transmise au service des fraudes. De plus, Mac contacta la police locale, qui voulait parler à la fois à moi et à Tristan. L'officier sera là dans environ 10 minutes, annonça-t-il. Je voulais vous prévenir avant qu'il ne contacte votre famille. Étant donné les circonstances, j'ai supposé que vous préféreriez parler avec elle seule. Je le remerciai, sincèrement soulagé de son soutien et de m'avoir cru. Lorsque l'officier, une femme, arriva, elle prit ma déposition, me montra à nouveau l'enregistrement et me demanda si je voulais porter plainte contre Tristan pour avoir tenté de me faire accuser. Le procureur décidera s'il y a lieu de poursuivre pour fraude à l'assurance, expliqua-t-elle, mais en ce qui concerne la fausse accusation et la tentative de vous faire accuser, cela dépend de vous. J'y ai réfléchi. Tristan est mon frère, mon propre sang, mais c'est aussi celui qui a essayé de me faire porter le chapeau pour quelque chose que je n'avais pas fait, qui sans hésitation m'aurait laissé affronter les conséquences de sa conduite en état d'ivresse et de son coup de sang, mettant en péril mon casier judiciaire, mon travail et ma vie. Je me suis souvenu des années de favoritisme, du double standard, de toutes les fois où ils m'ont fait sentir moins que rien pour ne pas être le parfait Tristan, et je me suis également souvenu à quel point ils étaient prêts à m'utiliser comme bouc émissaire pour une fraude à l'assurance, juste pour le protéger. J'ai pensé à quel point j'en avais marre de tout ça. Oui, répondis-je. Je veux porter plainte. Sans hésitation, simplement un oui. Elle hocha la tête, prit quelques notes et me demanda de me rendre au poste de police plus tard pour une déposition formelle. Nous convînmes que je serais là à 18h. Je suis rentré chez moi en voiture, arrivant vers 17h pour récupérer quelques affaires avant d'aller au poste de police. À ma surprise, j'ai trouvé une voiture de patrouille garée devant. Apparemment, l'officier riverain n'avait pas perdu de temps. Entrer dans la maison, c'était comme entrer dans une zone de guerre. Ma mère errait dans le salon en pleurant, mon père parlait frénétiquement au téléphone de malentendus et d'affaires de famille, tandis que Tristan, pâle, était assis sur le canapé. Il avait normalement un air suffisant, comme s'il était le chat qui avait mangé le canari et avait ensuite accusé le chien, mais à ce moment-là, il avait l'air beaucoup moins confiant. Quand il me vit, ma mère courut vers moi en sanglotant. « Que as-tu fait ? La police vient juste d'être ici. Ils disent que Tristan pourrait être accusé de fraude. » Je n'ai rien fait. Il s'est attiré ça tout seul en essayant de me faire porter le chapeau pour avoir démoli sa voiture. Mon père raccrocha le téléphone et s'approcha, furieux, « C'est absurde. Nous pouvons régler ça en famille. Appelle tout de suite et dis que tu ne veux pas porter plainte. » Non, fut ma réponse sèche. J'en ai marre de le couvrir et d'être responsable de tout. Vous ne pouvez pas me forcer à retirer quoi que ce soit. Comme prévu, tout a débordé. Ma mère alternait entre gémissements et chantage pour que je retire les accusations, mon père oscillait entre menaces et pots de vin m'offrant soudainement de m'aider avec le loyer d'un nouvel appartement, et Tristan essayait de s'excuser, mais cela ressemblait plus à « je suis désolé de m'être fait prendre » qu'à de véritables excuses. Vers 17h45, je suis monté dans ma chambre, sachant qu'après avoir fait ma déposition, je ne voudrais plus y retourner. J'ai fait un sac avec des vêtements, mon ordinateur portable et des documents importants. Quand je suis redescendu, mes parents avaient l'air alarmés. « Où crois-tu que tu vas » exigea de savoir mon père. « Au poste de police, pour faire ma déposition, et ensuite je resterai chez un ami pendant quelques jours. » Ma mère se mit à gémir encore plus fort. « Tu ne peux pas partir. Nous devons arranger ça en famille. Nous avons cessé d'être une famille fonctionnelle il y a longtemps. Peut-être ne l'avons-nous jamais été. » Mon père se tint devant la porte, me barrant le passage. « Si tu franchis cette porte et que tu vas jusqu'au bout, oublie de revenir. Tu ne seras pas le bienvenu dans cette maison. Tu choisis de détruire cette famille. » Je le regardai droit dans les yeux. « Non, papa, ce n'est pas moi qui détruis la famille.
Je refuse simplement de les laisser me détruire. Et si tu es prêt à me mettre à la porte pour ne pas les laisser m'accuser injustement, je l'accepte. Je me suis glissé devant lui et j'ai franchi la porte. En sortant, il a crié quelque chose sur les enfants ingrats et la loyauté familiale, mais je ne me suis pas retourné. J'ai démarré la voiture et je me suis dirigé vers le poste de police, où ma déposition formelle a duré environ 1 heure. L'officier m'a expliqué les prochaines étapes. Tristan ferait face à des accusations de dépôt de fausses plaintes, de tentatives de fraude à l'assurance, et possiblement d'autres liées à la collision en état d'ivresse qui n'avaient jamais été correctement signalées. Cela pourrait devenir compliqué, monsieur. Les affaires de famille le sont généralement. Êtes-vous sûr de vouloir continuer? J'ai hoché la tête, complètement. En sortant, j'ai vu un message sur mon téléphone. C'était de mon ami Chris, j'ai préparé ta chambre et commandé à manger. Ne sois pas en retard, frangin. Je l'avais appelé plus tôt pour lui demander un hébergement temporaire, et, comme le grand ami qu'il est, il n'a même pas demandé de détails. J'ai éteint mon téléphone portable lorsque les appels et les messages de ma famille ont commencé à affluer, et j'ai continué à conduire. Pour la première fois depuis des années, peut-être de toute ma vie, j'ai senti que je me défendais enfin. Chris m'attendait à l'entrée de sa maison, tenant 2 sodas. Il n'a posé aucune question au début, il a juste pris mon sac et m'a assuré que quoi que ce soit, tu le résoudras. Et à ce moment-là, j'ai compris quelque chose d'essentiel, c'est ce que devrait ressentir une vraie famille. Pas d'obligation, pas de manipulation, pas de compétition permanente, juste un soutien inconditionnel, quelque chose que je n'ai jamais eu chez moi. Modification 1, ouah, c'est devenu viral du jour au lendemain. Merci pour les récompenses et le soutien, Reddit. Ça signifie vraiment beaucoup. Modification 2, beaucoup de gens demandent une mise à jour, alors attendez-vous à ce qu'elle arrive bientôt. Oui, ça va sonner un peu comme une rime, je sais. Mise à jour, bonjour, Reddit. Ça fait un moment depuis mon dernier message, et plusieurs personnes m'ont envoyé des messages directs pour me dire ce qui est arrivé à Tesla Frangin. Voici les dernières nouvelles, ça fait 6 mois que j'ai quitté la maison de mes parents avec une valise et une nouvelle détermination. C'était la meilleure décision de ma vie. D'abord, je suis resté chez Chris pendant quelques semaines, puis j'ai trouvé mon propre logement, un appartement modeste, mais au moins je n'ai plus à régler les problèmes des autres. L'affaire de Tristan a avancé rapidement car il y avait beaucoup de preuves, les enregistrements de sécurité, le taux d'alcoolémie la nuit de l'accident que mes parents ont essayé de cacher, et le rapport de la compagnie d'assurance. Il a fini par plaider coupable à toutes les accusations, et on lui a donné 6 mois de prison, 3 ans de probation, une énorme amende, et son permis de conduire a été révoqué pour 5 ans. Mes parents n'ont pas fait face à des accusations, mais ils ont reçu des amendes considérables pour leur tentative de fraude. Entre les amendes, les honoraires d'avocat et les paiements en souffrance sur la Tesla détruite, ils sont pratiquement ruinés. J'ai eu une promotion au travail. C'est incroyable ce que l'on peut accomplir lorsque l'on n'a pas une famille qui vous sabote avec ses drames quotidiens. J'ai aussi commencé des cours du soir pour obtenir un MBA. Ma vie, en général, va plutôt bien. Voici ce que beaucoup attendaient, il y a 1 mois, les messages et les appels de ma famille ont recommencé. D'abord ma mère, puis mon père, et finalement même Tristan, avec l'unique appel autorisé depuis la prison. Tous me demandant de l'argent. Ma mère a eu recours au chantage émotionnel, nous sommes sur le point de perdre la maison, après tout ce que nous avons fait pour toi. Mon père a essayé sa tactique habituelle, tu dois ça à cette famille. Sois un homme et aide-nous. Tristan s'est d'abord excusé, disant que la prison l'avait fait réfléchir, puis il m'a demandé de l'argent pour son compte de cantine. Le plus drôle, c'est que la semaine dernière, mes parents se sont présentés à mon appartement sans prévenir. Je ne sais pas comment ils ont obtenu mon adresse, peut-être une connaissance commune. Ils avaient l'air hagards, désespérés, et ont fait tout un spectacle, ils vendaient la maison, ils avaient besoin d'argent pour la transition, ils avaient des comptes bancaires gelés, mon père avait perdu son emploi après le scandale, et ma mère souffrait de crises d'angoisse. Pourrais-je les aider dans leur moment le plus difficile? J'ai écouté toute l'histoire sans interrompre, pendant qu'ils s'efforçaient dans une sorte de performance dramatique. Quand ils ont terminé, je les ai regardés en silence pendant environ 10 secondes, et j'ai dit, je suis désolé, je crois que j'ai manqué quelque chose dans votre discours. À quel moment, en essayant de me faire accuser, pensez-vous avoir gagné le droit à mon aide financière? Le visage de ma mère s'est crispé comme si elle avait été giflée, et mon père, pour la première fois de sa vie, est resté sans voix.
Ils étaient sans scénario et hors de leur élément, car ils n'étaient plus chez eux à imposer des règles, maintenant ils étaient à ma porte, et j'avais le contrôle. Je leur ai dit que j'y réfléchirais, et j'ai fermé la porte. J'y ai réfléchi pendant 5 secondes, et je leur ai envoyé un message avec ma réponse, non. Ne me contactez plus. Mon père a répondu par des menaces, ma mère par du chantage émotionnel, et Tristan par des promesses de changement. Je les ai tous bloqués. Certains diront que c'est une mesure drastique, et peut-être que ça l'est, mais après 24 ans à être le bouc émissaire, le moment est venu de donner la priorité à ma propre vie. Ce sont des adultes qui ont pris leurs décisions, tout comme je prends les miennes.